Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire d'un chef que vous connaissez sûrement pour l'avoir vu sur les réseaux, à la télévision, un chef italien extrêmement sympathique, mais dont on méconnaît l'histoire. Vous avez rendez-vous avec Simone Zanoni. Et je vais vous révéler un de mes plaisirs d'intervieweur. J'adore me confronter à des figures médiatiques dont on sait finalement peu de choses. Connaissez-vous, par exemple, le parcours de celui qui est suivi aujourd'hui par plus d'un demi-million de personnes sur Instagram ? Personnellement, le chef Simone Zanoni, je l'avais croisé à Versailles, au Trianon Palace, il y a une quinzaine d'années. Il assurait dans l'ombre du nom de Gordon Ramsay, et je le retrouve donc aujourd'hui, dans la lumière, en son nom, dans les cuisines d'un autre palace. Rendez-vous au Georges V à Paris. Je dois vous avouer que je ne savais donc pas trop comment le chef allait me raconter son parcours. Bon, il y a toujours une ligne qui se dessine, et celle-là, je la connais en général avant d'arriver, mais au long des étapes, il y a une tonalité, une atmosphère qui entoure le chemin. Et là-dessus, parfois, on peut être surpris. Car sur ce podcast, vous le savez, on découvre les chefs dans ce qu'ils ont de plus intime. On cherche la note qui traduit au mieux leur histoire, et vous allez découvrir, comme moi ici, celle d'un chef déterminé. Alors vous allez me dire que tous les chefs le sont, certes, mais Simone Zanoni, il l'est comme si la vie était un combat, et qu'en tout round, l'idée était de ne pas lâcher. Vous allez entendre le récit d'une personne qui a voulu mordre dans son métier et faire sa place, et qu'on a souvent violenté. Et on a là quelqu'un que les coups ne font pas desserrer les crocs. Au contraire. Je pense que vous allez sentir son énergie, son hyperactivité, son sourire, mais vous allez entendre aussi l'épisode où la violence d'une cuisine se fait sentir comme jamais. Aujourd'hui, Simone Zanoni est plus sage, c'est certain, mais pendant longtemps, il a peut-être reproduit le comportement détraqué de ceux qui l'ont formé, de celui notamment qui l'a inspiré au point de presque le détruire. On se parle de Gordon Ramsay, dont vous allez découvrir toute la nocivité et l'agressivité. Vous allez entendre cette époque où l'on tapait sur les nouveaux jusqu'à ce qu'on estime qu'ils avaient le cuir assez épais pour rester. Cette époque où l'on tirait sur les autres pour voir s'ils survivraient. Où les cuisines étaient remplies de malades ou d'imbéciles, dont le chef anglais fut un parfait exemple. Moi, je suis David Ordonneau, et je vous avoue que j'hallucine souvent des récits que je recueille ici, mais Simone Zanoni est encore un sacré spécimen. Un rescapé, un passionné, ça va sans dire, et je me demande combien de personnes ont été détruites pour qu'une poignée d'hommes comme lui réussissent dans son métier. Car oui, il a réussi, et il sourit, tout le temps, et il avance. Et franchement, il aurait pu en être autrement. Voici donc l'histoire d'un cuisinier qui a dû mordre en sa passion et n'a toujours pas lâché sa proie. Voici l'histoire d'un homme toujours prêt à s'enflammer, même s'il joue les assagis. Voici l'histoire de Simone Zanoni. Alors moi, c'est marrant parce que j'ai toujours une tête c'est une scène très religieuse de la fameuse cena, le grand dîner avec les apôtres et tout, et la scène justement avec. C'est pas parce que je suis particulièrement religieux, mais la cuisine, c'est comme l'être humain, c'est comme qui on est, c'est comme qu'est-ce qu'on veut être. On est en continue évolution. Tu vois, des pensées que j'avais il y a 10 ans, 15 ans, elles sont évoluées, elles sont peut-être devenues contradictoires, tu vois, et c'est pour ça que aujourd'hui, vouloir dire que tu es un gourou de quelque chose, c'est compliqué parce que même les gourous, ils se plantent. Même les personnes qui croient d'avoir des choses intelligentes. Et moi, je dis aujourd'hui pourquoi je vois ces scènes et je me dis tiens, ça c'est moi, ou ça c'est mon univers parce que. Pourquoi ? Parce qu'il y a du monde autour de la table. Parce qu'il y a du monde autour de la table, parce que il y a ce sens de partage et souvent on a tellement poussé la gastronomie loin de qu'est-ce qu'à la base elle est censée être. Franchement, en France, on était très fort pour faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse marche arrière maintenant. On a tellement poussé la machine à vouloir être de plus en plus parfait, de plus en plus technique, en oubliant qu'à la fin du compte, on est qu'en train de faire à manger à quelqu'un.
donner du plaisir à des convives. Et je pense que dans le parcours, on a un peu perdu ces sens-là. On est devenu tellement, nous, chefs, égoïstes, égocentriques. Tout cela, ouais, les gens, ils viennent pas parce qu'ils veulent passer du temps à table, ils viennent parce que moi, je suis là. On se l'a tellement pété pendant des années qu'en fait, on a perdu le client. On a perdu l'horizon. On est rendu compte, on a oublié qu'en fait, on est vraiment là, nous, notre métier, c'est vraiment de arrondir, c'est vraiment de donner du plaisir à une table. C'est que les gens, oui, bien sûr, ils peuvent venir pour moi, ils peuvent venir pour le restaurant, ils peuvent venir pour l'ambiance, mais à la fin, ils viennent pour passer du moment convivial entre eux. Et nous, justement, on est là pour sublimer ces moments. Et ça, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est ma façon de voir les choses. C'est une manière de retourner un petit peu à l'origine des choses, à l'origine de la cuisine finalement, à ce pourquoi on l'a fait. Mais tout simplement, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, et j'ai beaucoup de chance que je suis passé par là, c'est quand dimanche matin, la messe était terminée. Bon, la messe, c'était pas forcément les moments les plus sympathiques, mais bon, mes parents, ils sont très religieux. Du coup, je suis passé par là tous les dimanches pendant 15 ans de ma vie. Et après la messe, on prenait la voiture, on allait chez la nonna et on déjeunait tous ensemble. Et il y avait les parents, les grands-parents qui venaient d'un côté, il y avait les oncles, machin comme ça. On était toujours minimum 10, 15 à la maison. Les hommes, les femmes, les enfants. La nonna qui sortait toujours ses rôtis, ses pastas, ses os, c'est tout. La fête du cochon, on tuait le cochon, on faisait la charcuterie. Et j'ai des souvenirs des dingues. Vraiment des... Ça, c'est les racines. Ça, c'est les origines. C'est où? Elle est où cette photo? C'est dans quelle région? Ça, c'est la Desgardes, un peu plus loin sur les montagnes. Provaglio al Sabbia, un petit village de 800 habitants. Et c'est là, justement, j'ai mes plus beaux souvenirs, surtout avec ma grand-mère, Gina, nonna Gina. C'est que malheureusement, elle est partie il y a 3 ans maintenant. Et moi, j'ai vécu des années avec elle parce que entre l'âge de 5 ans et 8 ans, j'allais dans les alpages avec mon grand-père, Nonno Merino. Il avait 4 vaches et un âne. Et on partait, on avait une propriété dans les alpages. Du coup, on partait au mois de juin. Pendant un mois et demi, on allait justement amener les animaux et à manger l'herbe fraîche. On faisait du fromage. C'est pas très loin. C'était à 1h30 du village. Moi, je vivais avec lui. Mon grand-père, moi et lui, j'ai attrapé les oiseaux, c'était comme un petit, j'étais à la découverte, et je prenais le lait avec mes grand-père, on faisait le fromage, on faisait les beurres, mais c'était vraiment que moi et lui. Et à bout de dernières années, c'était les 8 ans. À 8 ans, malheureusement, mon grand-père, il me racontait des histoires de folie parce qu'il avait fait, à l'époque, il avait fait la guerre en Russie. Et du coup, c'est des choses incroyables. Et il est venu manquer justement quand j'avais 8 ans. Ma grand-mère, elle a tellement souffert ça qu'il m'a rappelé dans 3, 4, 5 ans, je vécu avec elle. Je terminais à l'école, je allais dormir chez elle. Je vivais avec elle, je cuisinais avec elle. C'est elle qui me faisait le café les matins, c'est elle le lait avec le chocolat les matins, c'est elle qui s'occupait de moi parce que tous les soirs, je me tapais 25 minutes de prière avec elle parce que elle était vraiment une femme incroyable. Elle a vécu 40 ans. Ouais, 40 ans. Sans se remarier, sans rien. Elle avait encore l'esprit de son mari avec elle tout le temps. Et c'est avec elle justement que je me suis mis à faire un peu de cuisine, les produits, aller chercher les œufs et les canards et les cochons dans la maison parce que du coup on avait des cochons et les cochons on les achetait pour la famille et du coup quand on tuait le cochon à l'époque, mon papa aussi il avait des animaux, il y avait des vaches, on avait une ferme mais c'était une ferme familiale c'était une ferme, c'était pas une exportation, c'était une ferme pour mieux manger. Ouais, vous vous nourrissiez de ce que vous produisiez. Ben, mon papa, déjà, à l'époque, et on parle de 40 ans, il me disait, mais tu sais, Simon, la viande que j'achète chez le boucher, elle a pas le même goût. Pourtant, mon papa, c'est pas un restaurateur, c'est pas une bouche fine, c'est pas, mais il dit, mais goûte la viande là et goûte la nôtre. Tu vois que c'est une différence? Parce que on élevait les cochons, on avait à choper tous les glandes qu'il y avait justement
On avait des terrains partout. Les cochons, pendant 6 mois, ils étaient nourris à pommes et à glandes. Du coup, la viande, il n'est pas riche et pas goûteuse. On tuait le cochon les vendredis qu'il était vu par les vétérinaires. Tout ça se fait en hiver, parce qu'il n'y a pas frigo. Du coup, ça se fait en mois de novembre, décembre, quand il fait très froid. Du coup, le cochon est tué vendredi au samedi matin. Il reste accroché à des températures de 6 degrés dans la cave pendant au moins une journée et demie. Après, les dimanches, tout le monde arrive et là, alors c'est la fête parce que les jours J même, on mangeait les fratailles, les choses les plus délicates. On mangeait les cœurs, les poumons, on mangeait les foies. Et ma grand-mère faisait ça avec un peu la vénitienne, avec les oignons incroyables, la polenta. Au moment qu'on égorgeait le cochon, la grand-mère récupérait les sangs. On faisait un gâteau sucré au sang. Je me rappelle encore qu'on posait sous une tranche de polenta avec du sucre et qui faisait toaster pour mon papa. Et on désossait tout le cochon. Il y avait les parties les plus nobles du cochon qui étaient comme à l'ancienne, hein, qui étaient données frais à chaque famille. Comme à l'époque, il n'y avait pas de frigo. Il y avait un morceau de viande qui était consommé dans la semaine pour avoir de la viande fraîche. Tout le reste partait en charcuterie. On faisait des salamis, on faisait des copas, on faisait des guanciale, on faisait tout. Les os étaient récupérés pour faire. On les mangeait les soirs, on les fait bouillir et on mangeait les os avec un petit pesto au persil, le vinaigre et l'huile d'olive. En fait, il n'y a rien du tout. Simple, rustique. La couenne, le gras était cuit pour faire les gras des cochons, tu vois, pour utiliser à cuisiner. Et il y avait aussi tout ce qui est resté dans les gras, les petits bouts de viande qui étaient donnés à un boulanger pour faire du pain. Et franchement, c'était vraiment, je me rappelle encore l'enthousiasme qu'il y avait entre les enfants. Et là, moi, j'étais une hyperactive, je faisais des bêtises. Plus que j'avance dans ma vie et dans ma carrière, et plus que ces souvenirs, c'est comme une boîte qui se réouvre. Mais ça cuisine beaucoup quand même. Enfin, ça cuisine beaucoup. Tout il y a un goût pour le produit finalement. Tout le temps. Mon papa cuisinait tout le temps. Il avait son boulot simple ouvrier, mais il avait son boulot. On avait le four du coin. On avait le petit quartier. On avait un four communal où on allumait 2 fois par semaine et on avait notre créneau pour aller cuire nos pains. On avait notre créneau pour aller cuire notre focaccia. Mon papa. Mais on croirait qu'on parle d'une époque. Il y a oui, on a l'impression qu'on parle d'il y a 100 ans, tu vois. Ouais. Et c'est assez récent. Et après, encore une fois, nous, on avait vraiment on a un plat très traditionnel. Il s'appelle spiedo. Spiedo, c'est des brochettes de viande, tout mélangé. T'as des morceaux de viande pas très tendres, donc ils ont besoin d'une longue cuisson. De là, on a surtout du bœuf, on a du cochon, on a monté du canard, on mettait du lapin et mélangé avec des pommes de terre sur des brochettes, plusieurs brochettes qui tournaient dans le tambur et avec de la braise. Cuisson à basse température, arrosé par du beurre, les beurres tombaient sous la viande, récupérés et tu remontais les beurres pendant 3-4 heures. Ça, c'est vraiment un plat de chez nous. Et on mange avec de la polenta. Et mon papa, c'était un dieu à faire ça. Mais qu'il appelait de tous les foires pour le faire parce que c'est important de garder la basse température jusqu'à la fin, monter un peu, mais tout à la braise, monter un peu fait à la fin pour donner un peu de croustillant sur la viande. Ouais. Incroyable, je salive. Ouais. Je le vois. La folie. Et on cuisinait tout le temps. L'effet qu'on n'avait pas des gros moyens, parce qu'aujourd'hui, il faut faire. On parle d'éco-responsabilité, on parle de recyclage, mais en fait, quand tu es dans une situation financière qui te permet de bien manger, c'est la seule façon de le faire. Tu recycles les bouteilles de Corona, tu les jettes pas, ou les bouteilles de bière que je buvais parce que tu mets ta sauce tomate dedans. Et la sauce tomate faite une fois par an pour toute l'année. Ouais. Et il y avait la sauce tomate et il y avait la grappa. Mon papa, nous en Italie, on avait encore le droit de faire nos propres alcools. Ouais. Du coup, la grappa, c'était fait pour mon papa 2 fois par an avec le reste des pommes, les poires, tout. Lui, en fait, il était capable, tout ce qu'il peut faire monter, lui était capable de transformer en alcool. Ah ouais, et en plus, il faisait ses essais avec les bouts de bois.
Nous, on n'avait pas les barriques, mais ils prenaient les fûts, ils prenaient des simples contenants et ils mettaient les bouts de bois, des chênes, les bouts de bois brûlés pour donner les goûts des chênes. Ah bah, c'était déjà incroyable. Ils faisaient les limoncello, ils faisaient les liqueurs. C'est incroyable. Tout ce qui est consommé en saison, tous les légumes, on les mangeait, on les consommait en saison parce qu'on avait un potager et tout. Hors saison, ils partaient en boîte, ils partaient en agro-douce, ils partaient en conserve et on consommait toute l'année les légumes, mais comme ça doit être. C'est une éducation. C'est une éducation et je me rends compte que c'était un moment fou. C'est riche. Voir comment on s'est éloigné de ça. Mais parce que là, on se parle d'une activité, mais c'est quasiment, ça fait partie du quotidien. Quand on fait ses conserves, quand on tue les animaux comme ça, enfin, c'est un rituel qui habite tout le quotidien d'une vie, en fait. Donc, c'est un métier quasiment. C'est un métier en plus du métier qu'on... Bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'on on vient d'une famille qui est des gros bosseurs. Parce que le foin pour les bêtes, bah, c'est pas que tu vas l'acheter, hein. C'est que tu as des champs et il faut couper l'herbe, il faut faire. Moi, je m'appelle encore mon grand-père qui a lu à la main. En plus, après, on avait des outils, mais à l'époque, c'était coupé à la main. Ouais, bien sûr. Là, quand tu commences à passer 4-5 heures à couper des foins pour tes animaux pour l'hiver, parce qu'après, il faut faire sécher, il faut stocker pour l'hiver, parce que tu vas pas l'acheter, parce que t'as pas l'argent pour l'acheter. Du coup, c'était mais moi, souvent, les petits lapins au Lévaux, que je faisais les câlins la veille, et le lendemain, on les accrochait. Mais c'est l'envie d'une ferme. C'est pour ça que les gens ils disent, waouh, est-ce que tu as vraiment courage? Moi, j'ai aucun problème à tuer un animal aujourd'hui. Mais ça fait pas de moi un assassin, ou ça fait pas de moi quelqu'un qui est vraiment pas respect de l'animal. En fait, c'est un contraire. Parce que je suis tellement conscient que chaque fois que je mette un bout de viande dans ma bouche, on a quoi me tuer quelque chose ou quelqu'un. On a tué l'animal. Et aujourd'hui, c'est ça la prise de conscience qui nous manque. C'est que on s'est tellement éloigné de la vérité. C'est pour ça qu'on a une surconsommation de viande. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on n'y pense plus. Non, on n'y pense plus parce que la viande est devenue banale. À l'époque, c'était pas banal. À l'époque, c'était un acte qu'il fallait accomplir du début à la fin. Et surtout, c'était une richesse. Manger de la viande, c'était une question de richesse. C'était quelque chose de noble. Tu mangeais de la viande peut-être une fois par semaine, mais peut-être qu'on y en avait, tu vois. Aujourd'hui, on a tellement banalisé la viande qu'on a complètement oublié que chaque fois qu'on met un petit bout de poulet dans nos bouches, il y a un poulet qui a été tué déjà, et surtout peut-être qu'il y a un poulet qui a mal vécu. Les bien-être animal viennent par ça aussi. Je suis contre. Bon, je suis pas vraiment dans l'univers ni vegan ni végétarien, mais je pense qu'il y a encore une fois à chacun son choix. Et je suis très respectueux de les personnes qui, pour des principes, ils ne veulent plus manger des viandes. Beaucoup plus que des gens qui peuvent faire manger de la viande et ça va pas d'où ça vient. C'est ça. Alors, si toi, par principe, tu es capable de dire, OK, je veux plus manger de viande parce que je crois que les bien-être animal, c'est plus important que de me nourrir, je peux comprendre. Mais en même temps, ce que je comprends pas, c'est quand on n'éduque pas les gens à savoir d'où vient leur viande. Et qu'on perd le lien. On perd les liens. C'est quand, moi, amener quelqu'un dans un abattoir à voir comment sont traitées les bêtes. Je pense que la moitié après, ils vont devenir végétariens. C'est sûr. Mais parce qu'aujourd'hui, on est devenu d'une violence extrême. Et on n'a pas conscience. On n'a pas conscience. Parce que justement, la soif du business nous a tellement détourné la tête. On est décorrélé de l'origine des choses. Et certainement, ça m'ébrise le cœur parce que quand je vois comment on traite l'animal aujourd'hui pour surproduire et pour PGT, parce que il faut pas oublier qu'un tiers de la viande qu'on produit aujourd'hui, elle est pas faite pour consommer. Elle part à la poubelle. C'est ça. Parce que on est très loin de l'histoire que vous décrivez, de celle et de l'univers de votre enfance en l'occurrence. Du rapport qu'on avait aux animaux. Et c'est ça qui me fait extrêmement mal parce que moi à l'époque on avait quand même une question de respect, une question justement de bien traiter, de bien nourrir, de bien élever, de laisser libre l'après-midi pour aller enfermer les vaches les soirs. Il y a vraiment une belle histoire. Et aujourd'hui, encore une fois, on a tellement voulu cacher tout ce qui est mauvais, mais on l'a juste. C'est comme quand on a à la place de nettoyer, tu prends les balais et tu fous ça sur un tapis, tu vois. Elle est toujours là, tu vois. Mais bon, je pense que de plus en plus, on a plus de conscience. C'est pour ça que c'est important que des gens comme nous essaient de véhiculer aussi ces messages.
Comment vous, par exemple, vous allez vous inscrire dans l'idée de la cuisine? Parce que là, on se parle d'une enfance rustique, justement en lien avec les produits, avec la nature, avec les origines finalement des animaux, de ce qu'on mange. Comment par la suite vous allez décider d'embrasser cette carrière-là? Parce que j'étais déjà quelqu'un, j'ai toujours aimé être indépendante. Mais déjà à bas âge. C'est-à-dire que déjà, j'ai commencé à travailler, je pense que j'avais 13 ans. C'est pas parce que personne m'a demandé de faire ça, surtout mes parents, ils voulaient même pas. Mais j'allais à balayer des chantiers d'un maçon qui travaillait dans le village. Et j'allais 2-3 heures à nettoyer les chantiers l'après-midi. Et ben bon, je me ramenais quelques lire à l'époque, quelques euros. Mais dans ma tête, il y avait déjà un switch. J'ai fait ça et je peux gagner ça. Et putain, c'est pas mal ça. Et j'adorais vraiment gagner mon propre argent. Ah ouais. Et Très jeune. Très jeune. Ah oui, mais je pense que j'avais 12-13 ans, un chose comme ça. Mais sans que vos parents vous le... Pas du tout, ils voulaient pas. Mais j'étais déjà un hyperactif. Après, j'étais dans ma tête, j'étais vraiment il y a un mot en anglais qui s'appelle Need for Speed. J'étais vraiment, c'est une besoin de vitesse. Ouais. Je faisais des courses, on faisait des cartes avec des roulements, des sondés d'Alessandre. J'ai tous les coups, les genoux pétés. On s'est massacré. Je faisais des courses en Vespa. On passait du temps sur la mécanique. C'est là aussi ma passion pour la voiture, pour les motos. Je faisais déjà des courses avec ça. J'allais à l'école à moins 5 degrés avec une moto. Je me défonçais. Je suis abîmé partout. Mais déjà à l'époque, j'avais vraiment ces problèmes des vitesses. Vitesse partout. On prenait tu sais, quand tu vas faire le bois en montagne, t'avais les roulettes qui descendaient. Mais nous, on s'accrochait, on descendait par ça. Mais on était complètement débiles, tu vois. J'avais vraiment un problème, justement, avec la vitesse. Il fallait vraiment que ça aille vite. Et à partir de là, j'ai fait mes études obligatoires. Après, mon papa, il me dit, j'étais pas forcément quelqu'un qui manque de concentration. J'avais du mal à rester sur un sujet. Oui, ça se comprend. J'avais du mal de vitesse comme ça. Parce que sinon, ça m'a pété la tête et je pouvais pas. Et du coup, à l'école, t'imagines, compliqué, tu vois. Et quand on est arrivé justement à faire les études culinaires, c'est pas compliqué. À l'époque, c'était la grande époque des grandes études. Faut être, nous, on avait une école qui s'appelle ragioneria, les lycées, machin comme ça, tu vois. Si tu voulais rester ta vie, il faut passer par là. Il faut être architecte, il faut faire des études, il faut faire les 5 ans, après aller à l'université. C'était là vraiment que tu t'es considéré comme quelqu'un qui a réussi, allait réussir sa vie. Et à côté, il y avait moi, un singe, un âne qui avait zéro envie de se mettre dans l'étude. Moi, je dis, mais ça va pas la tête, je veux me foutre là-dedans, mais je rentre pas dedans. J'ai dit, mais vous allez jusqu'à dépenser votre argent pour rien. Et mon papa, du coup, me dit, écoute, t'as aussi l'option qui est à Idoro, juste pas trop loin. Ils ont ouvert un centre, une école culinaire pour faire de la cuisine, tu vois. Si t'as pas vraiment, va faire ça. Peut-être que ça te plaît, tu vois. On a toujours cuisiné de la maison, machin comme ça te plaît. Du coup, à 14 ans, je me suis mis dedans. Je fais la première année. Non, j'étais un âne à l'école, mais vraiment, c'est pas un âne, mais j'avais juste que, moi, là, franchement, tu me fous sur une table et tu me demandes de rester là, écouter quelqu'un qui parle, mais c'est pas possible. J'arrive pas, et encore aujourd'hui, j'ai du mal aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai un problème. Moi, je suis incapable de lire un livre. Mais incapable. Ah oui. Mais peu importe les livres. De se poser, en fait. Non, je trouve aucun intérêt. C'est pas le livre, le sujet, c'est le fait de se poser. Oui, non, mais c'est peut-être ça, t'as raison. Mais même à regarder un film, j'ai du mal. Ouais, moi, vraiment, parce que je suis vraiment pas dans l'épuisement, mais dans la hyperactivité. J'adore penser, bouger, j'adore faire, j'adore courir, et dès que je dois me poser comme ça, je pense qu'il y a un problème à la machine. Et c'est pour ça que les livres en particulier, parce que du coup, en plus qu'à se poser, il faut lire. Alors, c'est pas possible. Alors du coup, moi, je m'endormis. Et première année dans l'école, pas mal. J'ai bien aimé l'esprit. J'avais un prof de cuisine qui s'appelle Biban, qui m'a entrevu. Il y avait un peu de potentiel dans cette tête de singe, tu vois. Et du coup, il m'a pris un peu sous son aile. Mon papa, il connaissait un chef qui m'a trouvé les premiers boulots au Lac des Gardes. J'étais petit, d'habitude, on les prend pas, on était des gens, quoi. J'étais tout petit, 14 ans, 15 ans, tu vois. J'avais 15 ans, je pense. Et je suis là travailler dans un des plus beaux restaurants, je m'appelle encore Ristorante Casino.
restaurant, belle clientèle, chic, tout. On avait des beaux clients qui venaient. Et je me rappelle encore, on était 5-6 en cuisine. Ils étaient tout un peu psychopathes. Et j'étais un peu... C'est première année. Jamais. Tu entres pour la première fois dans un vrai restaurant avec un vrai savoir-faire, avec tout. Et toi, t'es là tout petit. Tu dis, mais ok, qu'est-ce que je fous ici? Bon, bref. Et je me rappelle encore un jour, Boris me demande de faire une scalopina al limone, scalope au citron, et j'oublie de mettre les persils. Et je sors, j'étais tout content, je donne au propriétaire, je dis, ouais, regardez, ma première scalopina. Il prend la scalopina et me dit, putain, espèce de connard, t'as pas mis le persil. Il prend la scalopina, mais la balance de la tronche. Et je dis, ah putain, ok. Et bon, et du coup, j'ai vraiment chié pendant 3 mois. Et après, je suis retourné à l'école et je me dis, waouh, ça c'était belle expérience. J'ai quand même kiffé, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, mais c'était vraiment intense. Speed. C'était intense, c'était speed. On faisait des brunchs, on faisait des déjeuners, on faisait défoncer midi et soir. Surtout, il y a beaucoup de monde. Et je sais quoi, j'ai aimé ce sens de être loin d'où je venais. Parce que là, mon village, il commence à être trop serré. Ouais. J'aimais pas la vie là-bas parce qu'il me dit mais il y avait une autre ambition. Ouais, non mais c'est tout, il y avait envie justement de voir plus loin, tu vois. Je comprenais pas comment les gens ils pouvaient se dire qu'ils allaient rester là toute leur vie, grandir, avoir un métier. J'ai me dit mais ça va pas la tête. Mais déjà à l'époque peut-être pas de façon consciente, mais j'ai dans la tête, je dis je vais faire tout le possible pour m'éloigner de là. Ouais. En tout cas, déjà, la Desgardes, t'es à 30 km, t'es vraiment au côté du lac, t'as du monde, t'es en réalité, ça bouge, t'as les belles voitures, machin comme ça. Et là, c'était la campagne, les tracteurs, les Panda 4x4, c'était complètement différent, tu vois. Et fallait sortir de là. Ouais, sortir de là. Et du coup, que je trouvais un boulot, même quand je travaillais à l'école. Du coup, j'allais à l'école lundi, mardi, jusqu'à samedi matin. Samedi matin, je vais aller à l'école. Après, je rentrais à la maison. Je prenais ma petite moto, traçais la Desgardes. Je travaillais samedi soir, dimanche à midi. Je rentrais à 16h et dimanche après-midi, j'étais défoncé. Hein. Et après, je faisais un peu des devoirs. Je faisais pas. Et après, j'allais à l'école 3 semaines. Et comme ça, et après, quand je fais toute la période de l'école, en allant travailler à l'été et après j'ai fait 1 ou 2 années des travails un peu à droite à gauche au lac des Gardes, un peu sur les montagnes du Trento juste à côté. Je fais plusieurs petits restaurants, mais je savais pas quoi faire, j'étais un peu perdu. Je savais qu'il y avait service militaire à venir, service militaire. Du coup, j'ai fait mon service militaire à l'âge de 18 ans et j'avais une copine, Daria. Mes copines, c'était une de mes premières cuites. Et avec elle, on s'était dit, c'est barré d'ici. Elle, c'était la fille d'un grand restaurant que je travaillais au lac des Gardes et qui du coup sont venus savoir qu'on faisait des cochonneries ensemble. Et elle m'a viré, sa grand-mère m'a viré parce qu'elle voulait pas. Bon bref, et ça se trouve que c'était toute une succession des successions des choses qui on dirait que c'est Lazare, mais bon, c'était pas trop Lazare, tu vois. Et après, on est parti en montagne, à Cortina d'Ampezzo, parce que j'ai fait mon service militaire là-haut. Ils se sont rendu compte que je savais cuisiner, du coup, ils avaient besoin d'un cuisinier là-bas. Du coup, j'avais beaucoup de chance. Et fin de service militaire, elle m'a trompé avec un autre, pas grave. Mais j'ai dit, mais tu sais quoi, je vais quand même partir à Londres. Et je suis parti à Londres à 19 ans, dans un restaurant, c'était un restaurant tenu par des Siciliens. Il y avait un mélange entre cuisine et pizzeria et justement une droguerie. En fait, ils vendaient trop cocaïne et tout, machin comme ça. Bon, c'était un bordel là-dedans. Et moi, je travaillais en cuisine, je faisais mes pâtes, machin comme ça. Après, vite fait, m'a passé chez des cuisines parce que j'étais quand même pas mal, tu vois. Et j'avais 2 commis qui s'étaient tapés de la cocaïne, même pas de la cocaïne, à l'héroïne. Du coup, de temps en temps, je voyais qu'ils partaient dans la cuisine, ils revenaient blancs comme un mur, je comprenais plus rien. Je vivais dans un bâtiment où il y avait, je sais pas, 25 dealers, c'était pas des trucs horribles. J'en chiais quand même au départ parce que c'était très dur. Partir d'un cocoon familial comme les miens, où t'es aimé, où ils te disent que t'es les meilleurs, dans un environnement protégé et tout, arriver dans un lieu, le jungle.